Voilà, donc c'est reparti avec l'enregistrement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est le cours 10, l'avant-dernier. Vous voyez, on approche de la fin. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à parler de TCP, qui est tout de même un gros morceau. Et rappelez-vous que TCP, sa particularité, c'est que c'est un protocole qu'on appelle connecté dans le sens où le client et le serveur, puisque c'est une communication qui se fait à l'initiative d'un client qui se connecte vers un serveur, chacun doit maintenir des états, à savoir des variables qui leur permettent de rendre les fonctions que l'on a listées la semaine dernière. Fiabilité, efficacité, etc. Et que pour ce faire, on échange des messages avec une en-tête, comme d'habitude, qui est l'en-tête TCP ici. UDP, on l'a déjà vu aussi. Donc ici, dans TCP, on a des valeurs qui permettent donc de rendre les fonctions possibles en comparant ces valeurs à celles des variables que je maintiens au niveau de mes états. Les états, ce sont les TCB, B comme bloc qu'on met en mémoire. Donc, lorsqu'on fait la connexion a pour but, d'accord, l'établissement de la connexion, c'est de réserver les mémoires et d'initialiser les variables ou les états dont je vais avoir besoin pour rendre le service dont j'ai besoin. Donc, en tout cas, on en était arrivé ici à l'entête TCP que vous voyez à l'écran. Donc, l'entête TCP, ben, similairement à IP, on l'a déjà dit, on a 20 octets pour l'entête sans l'option, plus des options. Et on verra que de même manière que l'IHL pour Internet, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une en-tête dont la taille est spécifiée en multiple de 4. Donc, ce qui veut dire qu'au maximum, on peut avoir jusqu'à 60 octets, soit 40 octets d'options. D'accord? Tel qu'on l'avait vu pour IP. Donc ça, c'est assez similaire. Et ensuite, on peut ou ne pas avoir des datas. Donc, le segment peut être. Donc, à nouveau, comme on l'avait vu, qu'est-ce qu'on a? On a les numéros de port au début. Les numéros de port sont là pour gérer les extrémités et pouvoir les identifier. Et donc, ça veut dire que lorsque je reçois des données, puisqu'il peut y avoir plusieurs applications qui s'exécutent de manière en parallèle, il faut savoir vers quelle application les données sont-elles reçues. Ça, c'est le numéro de port. Ensuite, on avait tout ce qui est pour la fiabilité. Alors, le checksum, comme dans IP, c'est pour détecter les erreurs, mais le checksum ici dans TCP porte, comme pour UDP, sur l'entête les options plus ces données. Donc, je vérifie si j'ai des bits erronés également dans le champ données. J'ai également les numéros de séquence et numéros d'accusé, où là, c'est plus pour détecter les pertes de segments, si un segment vient à manquer, ou également pour savoir lequel est-ce que j'accuse. Puisqu'on verra que pour fiabiliser l'envoi, dès que j'envoie des données, je m'attends à recevoir un accusé. D'accord? En deçà d'un timer que l'on maintient. En plus de ça, on a quoi? On a le contrôle de flux dont on a parlé. Donc, c'est-à-dire qu'à un instant donné, une source n'a le droit d'envoyer une quantité d'octets qui n'excède pas la fenêtre qui est annoncée par le récepteur. Donc, en permanence, le récepteur m'annonce une taille de fenêtre qui correspond à la quantité d'octets que je peux envoyer sous forme de plusieurs segments, de façon à ne pas dépasser les capacités du récepteur. D'accord? Donc, c'est un sorte de feedback que je reçois en permanence du point de vue du récepteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est gestion de la connexion. Donc, ça veut dire que pour installer les états dont on a parlé, que sont les TCB, on est obligé donc de procéder par l'envoi de messages initiaux qui vont nous permettre de mettre à jour et d'installer ces états. Donc voici grosso modo à quoi servent les différents champs de l'entête. On l'a déjà dit, les drapeaux qui sont ici au milieu permettent de distinguer les différents types de segments et on peut combiner plusieurs drapeaux en même temps. Donc, ce qui veut dire qu'ici, hein, donc pour commencer, les numéros de port, comme on l'a dit, ça identifie les processus, c'est-à-dire les applications qui s'exécutent à la source et à destination du segment. Au niveau destination, comme on l'a dit, au niveau du client, pardon, c'est une valeur qui est généralement décidée de manière arbitraire, qui n'a pas de signification. Donc la valeur généralement est choisie aléatoirement du moment qu'elle est unique côté client. Et pour faciliter les choses, vous le verrez lorsque vous concevrez votre programme, vous pouvez soit décider de choisir le numéro de port de votre client ou laisser le système d'exploitation le choisir pour vous, du moment qu'il soit unique, parce que l'OS peut le savoir. Côté serveur, eh bien, c'est là où les valeurs sont des valeurs qui, par convention, ont été réservées spécifiquement selon les applications. Donc, si par exemple, je me connecte vers le web, j'ai le port 80 qui est bien connu par convention. D'accord.
Donc ensuite, on a les drapeaux et les drapeaux sont excessivement importants puisque, comme on l'a dit, les drapeaux permettent de distinguer différents types de segments. Donc on a plusieurs types, d'accord? Les 4 segments qui permettent donc de savoir les types, on a le SYN, SYN qui veut dire en anglais synchronisation, d'accord? Donc ça veut dire synchronisation. Non, alors c'était au-dessus. Et mince, je me suis trompé de ligne. Donc synchronisation, on synchronise quoi? Alors un certain nombre de valeurs, d'accord? Notamment par exemple des numéros de séquence. Bonjour Perrine. Et ensuite on a le fin. Le fin, bien évidemment, indique que l'on va terminer notre connexion, c'est-à-dire libérer les états et les mémoires qui étaient dédiés pour cet échange. On a le RST qui permet de réinitialiser les valeurs si la connexion est dans un état instable. On a perdu un peu le fil de la connexion, on doit réinitialiser les paramètres. Et l'accusé, donc, qui permet d'accuser la réception des données. Donc attention, l'accusé porte sur les données que j'ai reçues et non pas les données que j'envoie. D'accord? Donc ce qui veut dire qu'ici, on peut à la fois envoyer un accusé en même temps qu'on envoie les données. Donc ça veut dire que ce qu'on accuse, ce ne sont pas les données ici, c'est les données que l'on a reçues. D'accord? Et ça, c'est les données que l'on a envoyées. Donc attention, c'est totalement décorrélé. D'accord? Chacun choisit son propre numéro de séquence, ce qui fait que je reçois des numéros de séquence et j'envoie des numéros de séquence différents. Donc c'est décorrélé. En plus de cela, on a 2 autres drapeaux dont on va parler qui permet de, un, lorsqu'on push, ça veut dire qu'on cherche à envoyer des segments aussi vite que possible. Donc vous vous rappelez que TCP reste bloqué le temps de recevoir MSS octets. Pour ne pas avoir à attendre, je peux faire un push au niveau de l'application qui va forcer l'envoi des octets. Et aussi bien au niveau du récepteur, je force l'application à venir lire aussi vite que possible les octets. Donc ça, c'est ce qu'on fait lorsqu'on envoie un segment avec le drapeau push positionné. Et urgent, on le verra à la fin du cours, c'est ce qui permet d'envoyer des données de manière urgente, à savoir que je les envoie avant les autres octets qui sont déjà en attente d'émission. Alors, très important, donc gestion de ce qu'on appelle la connexion. Et à la fois, une connexion, il faut la comprendre comme étant des états que je maintiens au niveau des 2 entités, d'accord? Que ce soit le client et le serveur. Donc généralement, on est dans les applications de type client-serveur. Donc j'ai un client qui souhaite se connecter vers un serveur. Au préalable, TCP doit installer des états pour lui permettre par la suite de gérer l'envoi des données de manière fiable. Donc pour ce faire, la première chose à faire, c'est envoyer un SYN. D'accord? Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'au travers de ce SYN, je vais installer donc des TCB au niveau du client et au côté serveur, je vais faire de même. D'accord? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que on va également en profiter dans ce SYN. Ici, c'est la valeur X que j'ai mis pour annoncer ce qu'on appelle l'ISN, qui est le numéro de séquence initial. Alors, c'est assez bizarre et un peu troublant peut-être. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je commence à numéroter mes octets, je ne commence pas à les numéroter, les octets de données, à 0. Je vais commencer à les numéroter à partir d'une valeur tirée aléatoirement. Je vous expliquerai dans un transparent pourquoi est-ce qu'on la prend aléatoirement. Donc, au lieu de commencer à numéroter nos octets à 0, on commence par une valeur aléatoire, aussi bien côté client, pour les données qu'il envoie, que côté serveur, pour les données qu'il envoie. Donc, tous les deux définissent une valeur aléatoire. Donc ici, côté client, j'ai tiré une valeur aléatoire X. Client, c'est X. Et serveur, c'est une valeur aléatoire Y. Exactement, Dimitri. Dans UDP, il n'y a pas d'état, il n'y a rien du tout. D'accord? Tandis que dans TCP, il faut au préalable, avant même de pouvoir envoyer les données, maintenir les états. D'accord? Donc très bonne remarque. Donc la connexion TCP, donc, comme vous voyez, résulte de l'envoi de 2 segments où je positionne le drapeau SYN pour les deux. Et côté serveur, j'ai également l'accusé, tout simplement, pour accuser la réception du SYN qui a été envoyé par le client. Donc là, ce que j'indique par SYN, SYNAC, ce sont les drapeaux qui sont positionnés en segment. Donc lorsque j'ai un SYN, à nouveau, la signification d'un SYN, c'est que dans le champ sequence number, numéro de séquence, donc vous vous rappelez, hein, dans le segment, on a un champ numéro de séquence, eh bien, je vais annoncer le numéro que j'ai tiré aléatoirement et à partir duquel je vais numéroter mes octets. Donc, je fais ça des 2 côtés. Donc, j'ai X et Y pour le client et le serveur. Et donc, suite à l'envoi du SYN, côté serveur, je vais l'accuser côté client. Donc, vous voyez que dès que j'envoie un segment, je m'attends à recevoir un accusé. Et donc, l'accusé, comme vous le voyez, je nettoie un peu la figure.
eh bien, si j'ai annoncé une valeur X, ce que j'accuse, c'est la valeur X plus 1. Donc, je devais tout le temps annoncer dans mon accusé quelle est la valeur du numéro de séquence suivant que je m'attends à recevoir. Donc, en recevant X plus 1, le serveur indique que j'ai bien reçu le numéroté X et je m'attends à recevoir le X plus 1. Donc, c'est ce que j'annonce dans l'accusé. De manière similaire, ici, j'ai annoncé le Y, je m'attends à recevoir le Y plus 1 et c'est ce que le client va annoncer. D'accord? Donc, en plus de la valeur du numéro de séquence, on va voir que dans un SYN, on va avoir également des options dans ce segment-là, dans l'entête, n'est-ce pas? Dans les 40 octets d'options, on va également préciser un certain nombre de paramètres supplémentaires. On les verra à la fin avec les options. Donc ici, dans le cas particulier où j'accuse non pas des données, mais un SYN, et ce sera pareil pour le FIN, on le verra tout à l'heure, ce qu'on accuse, ce ne sont pas des données, mais je vais accuser les numéros de séquence qui ont été annoncés dans le SYN, d'où le fait qu'on fasse plus 1. Alors, regardons un exemple ici et essayez de comprendre pourquoi est-ce que la valeur aléatoire, donc ISN, pourquoi elle est tirée aléatoirement. Alors, on va faire une hypothèse dans ce transparent et on va dire que nous prenons une valeur qui n'est pas aléatoire. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a positionné le drapeau SYN et le premier n'a pas l'accusé. Ensuite, on envoie un SYN et un SYNAC qui est positionné. Donc ça, c'est les drapeaux ici. D'accord? Est-ce que vous comprenez la notation? Donc tout ça, ce sont des drapeaux. Et en plus de cela, je précise le numéro de séquence et l'accusé, le numéro d'accusé. Et on voit qu'ici, j'ai choisi la valeur 0. Donc, du fait que ce soit la valeur 0, elle sera accusée en mettant plus 1 côté serveur. Pareil pour si j'ai un signe ici qui est à 0, je vais l'accuser avec 0. Et la situation est la suivante. Imaginez qu'à un instant donné, votre première connexion, cette première tentative, échoue. Pourquoi? Parce qu'un des deux crash. Il y a un crash d'une des deux machines. Et que immédiatement après, ce que je fais, c'est que j'ai rétabli la même connexion avec les mêmes numéros de port. Si je recommence à numéroter, comme tout à l'heure avec la valeur 0, ce qui peut y arriver ici, c'est que le premier segment de données que j'envoie, ici j'envoie 1024 octets de données, est retardé et reçu à l'occasion de la deuxième connexion. Et que immédiatement après, je reçois le véritable segment de cette deuxième tentative de connexion. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que du fait que j'utilise le même numéro de séquence, vous le voyez ici, 1 et 1, eh bien, ce qui va se passer, c'est que du fait que ce numéro de séquence ne permette pas de distinguer les segments, eh bien, le deuxième segment sera supprimé, alors que c'est le bon segment de cette connexion. Donc, puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle une réincarnation de segments entre une connexion et une tentative suivante, pour éviter ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt que de commencer à numéroter à 0, on va commencer à X, valeur aléatoire. Ici, on commence à Y avec une valeur aléatoire. Sachant que si on a choisi X et Y, le coup d'après, si j'ai une deuxième connexion, si c'est une valeur aléatoire, il est probable qu'on reprenne la même valeur X. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir une valeur, par exemple, X', d'accord? Et ici, une valeur Y'. Donc, ce qui veut dire qu'à présent, la valeur qui est ici, c'est la valeur X plus 1, puisque je l'incrémente. Et ici, le premier segment que j'envoie, c'est la valeur X' plus 1. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de confusion. Donc, le numéro de séquence n'est pas uniquement là pour numéroter segments, mais ça permet également d'identifier une connexion si j'ai deux tentatives successives. Donc, c'est pour cela que quand je vais numéroter mes segments, je commence à une valeur aléatoire. D'accord? Tout le monde a compris pourquoi est-ce qu'on prend une valeur aléatoire? Donc, ça, c'est dans le cas particulier des signes, sachant que dès lors qu'on a ce numéro-là, c'est ce numéro-là qu'on incrémente selon les octets. Alors, ce qu'il faut, j'ai envie de vous remontrer quand même où est-ce qu'on en est. Hein. À nouveau, on traite ici des drapeaux SYN et ACK. Et les SN dont je vous ai parlé, le SN, c'est le diminutif pour sequence number et AN, c'est pour l'acknowledgement number. D'accord? Donc, c'est-à-dire que dès que j'envoie un SYN, il faut que je spécifie un numéro de séquence et un numéro d'accusé. Donc, à nouveau, ce sont des cas particuliers pour les signes et les accusés. D'accord? Ok. Donc, revenons là où on en était. Donc, on a parlé des signes. Maintenant, parlons du fin. Donc, au même titre que tout à l'heure, on avait le SYN. Ici, vous voyez, établissement de connexion. Donc là, il va falloir fermer la connexion.
Et la fermeture d'une connexion se fait au travers de 4 messages. Il faut que aussi bien le client que le serveur envoient leur propre fil. D'accord? Donc, il faut que chacun ferme sa connexion à son tour. Donc, c'est assez bizarre, mais c'est ce qu'on appelle côté client la fermeture passive. Pourquoi? Parce que la connexion est toujours vivante et active côté serveur. Et ce n'est uniquement après le deuxième fin que la connexion est totalement terminée. Donc, c'est-à-dire qu'on autorise le client à fermer sa connexion de manière anticipée s'il n'a plus de données à envoyer. Le fait d'indiquer que je termine ma connexion, cela ne veut pas dire que je ne peux pas recevoir de données. Je peux continuer à recevoir des données, mais en envoyant le fin, je spécifie au serveur, qui est sur la droite, que je n'ai plus de données à envoyer. D'accord? Donc, c'est la façon à laquelle il marche. De la même manière que le SYN, le FIN doit être accusé. Parce que si le FIN est perdu, il faut trouver un moyen de pouvoir réparer la non-réception d'un FIN. Donc, c'est pour ça que quand j'envoie mon FIN, immédiatement après, je reçois un accusé. Et ce que je fais, c'est comme tout à l'heure, si j'annonce un FIN avec un numéro qui est à X plus 1, il faut que je l'accuse avec X plus 2. Et je fais pareil, côté serveur, Y plus 1, Y plus 2 lorsque je l'accuse. D'accord? Donc, un FIN, c'est 4 messages. Un SYN, c'est 3 messages. Donc, les SYN, j'en ai 3. Et le FIN, il faut qu'il y en ait 4 pour fermer la connexion. D'accord? Donc, 3 et 4. Alors, connexion TCP, du coup, donc on a l'image complète. Donc, à nouveau, on appelle ça une poignée de main à 3 voies. En anglais, c'est three-way handshake. Et quand c'est une fermeture, c'est four-way. Ça veut dire qu'on doit avoir 4 messages. Donc, à nouveau, on fait un SYN. Côté client, c'est nous qui allons initier la connexion. Très important, on envoie un SYN. La raison du SYN, comme j'ai expliqué, c'est annoncer des variables dans les options, mais également le numéro de séquence. Et sachant qu'on n'a rien à accuser, la valeur du numéro de séquence de l'accusé dans ce SYN est égale à 0. Après ce SYN, je reçois un accusé et également le SYN du serveur. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Le serveur envoie son SYN, mais à la fois accuse celui qu'il a reçu du client. Après ça, pour confirmer donc l'envoi des SYN et la réception des SYN vont créer les fameux états en mémoire. Donc, je vais bloquer dans mes mémoires, côté client et serveur, l'ensemble des mémoires dont j'ai besoin pour maintenir les variables nécessaires par la suite. Donc là, vous voyez qu'on a la notion de RTT, un aller-retour. En anglais, round trip time, c'est le temps d'aller-retour. Donc, quand j'envoie un SYN, j'attends l'accusé correspondant. Ça prend un aller-retour. Suite à ça, je dois envoyer mon accusé. Et en même temps que l'accusé, je peux commencer à envoyer mes données. Donc, je peux les bipacker. Donc, il est tout à fait possible ici qu'on décide soit d'envoyer un accusé plus les données dans un segment séparé ou de les envoyer en faisant d'une pierre deux coups. Les deux sont possibles. D'accord? On peut, selon les OS, selon les applications, donc soit envoyer un accusé, le troisième message de ma connexion, soit envoyer une requête séparée. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que généralement, quand on fait du web, par exemple, un client se connecte vers un serveur pour obtenir un objet, un contenu, par exemple une image ou une page web. Donc, ce qui veut dire que dès lors que vous avez envoyé votre première donnée ici, qui forcément est une requête, parce que si je me connecte vers un serveur, c'est que j'ai une requête à lui envoyer. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que j'ai envoyé ma requête, a priori, j'ai plus rien à demander. J'ai plus rien à demander. Donc, ça veut dire que, est-ce que côté client, sachant que je n'ai plus de requête à faire, est-ce que je peux, dès à présent, fermer mon côté de la connexion? Est-ce que je peux envoyer un fin d'après vous? Alors, si c'est oui, mettez-moi un pouce. Si vous ne comprenez pas, applaudissez. Alors, je sais que ce n'est pas facile. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'un client se connecte vers un serveur, est-ce que tout le monde comprend que si vous vous connectez vers un serveur, par exemple un serveur web, c'est dans le but de recevoir une page, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mettez-moi un pouce si vous comprenez que je me connecte vers un serveur pour envoyer une requête. OK, parfait. Une fois que j'ai envoyé ma requête, est-ce qu'a priori, j'ai d'autres données à envoyer, d'autres bits à envoyer à part ma requête? Alors, si c'est oui, si je n'ai plus de données, mettez-moi un pouce. OK, donc j'ai plus de données à envoyer. Donc, si j'ai pas de données, ça veut dire que de mon point de vue en tant que client, j'ai envoyé ma requête, j'ai terminé. Donc, ça veut dire que instantanément après, je peux éventuellement fermer ma connexion. Mais ça ne veut pas dire que, attention, ce n'est pas le fait de fermer la connexion que je ne peux plus recevoir de données.
je peux continuer à recevoir des données puisque la connexion ne sera fermée qu'à condition que le serveur m'envoie son fin. Donc, peu importe, ici dans le schéma, qu'est-ce qu'on voit? J'ai envoyé ma requête. Suite à cette requête, j'ai quoi? Eh bien, je reçois une réponse. D'accord? L'objet que j'ai demandé, la page web, l'image ou peu importe. Mais ce que je peux faire également en parallèle, et là j'ai mon fameux RTT, et désolé, il est un peu décalé, comme je vous l'ai dit, le client de son côté peut tout à fait décider, juste après la requête, de dire, bon, moi je n'ai plus de données à t'envoyer, par contre, j'attends que tu m'envoies la réponse. Donc c'est pour ça que j'ai fait le fin immédiatement après, pour vous faire comprendre que le fait de faire un fin, ça ne veut pas dire que le client ne peut pas recevoir de données. Ça veut dire qu'il n'a plus de données à envoyer. Et il faut comprendre que la plupart des applications, telles que le web, c'est une requête, un objet, j'ai terminé. Deuxième requête, je refais une connexion TCP éventuellement. D'accord? Mais la base des applications, c'est une requête, un objet. Une requête, un objet. Une requête, un objet. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est libre à vous en tant que développeur, parce que si TCP fait une connexion TCP, c'est à cause de l'application, parce que côté client, vous avez quelque chose à demander. Donc, c'est pour ça qu'on fait une connexion TCP, on est d'accord? On est à la merci des applications selon ce qu'elles ont besoin de faire. OK? Donc après, ben, une fois que j'ai envoyé la réponse, ben, on peut tout à fait côté serveur dire, ben voilà, j'ai répondu à ta requête et je vais fermer ma connexion. Et donc, vous voyez que c'est à ce moment-là, lorsque j'ai reçu le deuxième fin, ici, que ma connexion est totalement terminée. Alors, côté serveur, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez que comme le fin peut être éventuellement perdu, on peut éventuellement le retransmettre plus tard. Parce que si j'ai pas, s'il est perdu, je ne reçois pas l'accusé. Donc, côté serveur, ce que je vais faire, je vais retransmettre, retransmission. Donc, ça veut dire que le client, ici, doit attendre le fait ici. Oups, pardon, je suis allé trop vite. Et du coup, c'est tout dégoûtant. Donc, je refais l'animation rapidement. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je préfère attendre avant de libérer totalement la connexion. Donc, ça veut dire qu'ici, donc requête-réponse. Le client, lui, peut fermer sa connexion dès lors qu'il a fait la fin. Pas de problème avec ça. Et côté serveur, une fois que j'ai envoyé la réponse, c'est là où je ferme la connexion. Vous allez voir en TD qu'elle est effective, d'accord? Elle est effective uniquement après avoir attendu un petit temps si éventuellement le fin est retransmis. Ça peut arriver. Donc c'est pour ça que côté serveur, je ne peux finalement terminer ma connexion qu'à condition d'avoir reçu l'accusé. Et côté client, il faut que j'attende ce qu'on appelle les 2 MSL de maximum segment life. C'est la durée de vie de 2 segments, si éventuellement il y a retransmission. D'accord? Mais en tout cas, que ce soit à cause des SYN, les SYN installent les TCB côté serveur et côté client, les TCB étant les variables en mémoire. Et lorsque j'envoie le fin, c'est ce qui permet donc de supprimer les TCB en mémoire et de libérer ces ressources qui avaient été réservées. OK. Donc maintenant, une fois qu'on sait comment gérer la connexion, donc l'établissement et la fermeture. Au centre, comme on a dit, on reçoit, on envoie des données. Donc là, je vous ai mis un exemple complet et juste après avec des valeurs concrètes pour que vous puissiez suivre les numéros de séquence parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Et à nouveau, le plus important, c'est d'avoir compris quoi? Que dans un segment, on a deux numéros. On a le sequence number, le numéro de séquence, et le acknowledgement number. Donc à nouveau, le acknowledgement number dépend des données que je reçois dans l'autre sens. D'accord? Donc cette valeur dépend de ce que j'accuse. Donc ce que j'accuse, c'est les données que j'ai reçues. Et côté émission, donc là, je peux également avoir des données. Et ça, ce que j'ai comme numéro ici, c'est le numéro du premier octet que j'envoie. Premier octet que j'envoie, c'est le numéro que je mets dans l'entête de mon segment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence? Ça veut dire que si vous envoyez deux segments, alors si par exemple à un instant donné, prenons un exemple concret, si à un instant donné, j'envoie un segment avec le numéro X et que ici, j'ai 10 octets, quel est le numéro de séquence suivant ici? Si je numérote le premier octet. Donc là, à nouveau, comme je vous ai dit, X, ça numérote le premier octet que j'envoie. Et que j'en ai 9 de plus. Et qu'ici, j'ai le numéro de séquence du premier octet que je véhicule. Est-ce que vous pouvez me chatter, s'il vous plaît, le numéro de séquence dans le deuxième segment, si le numéro, exactement Boris, hein, c'est
si on numérote, hein, si ça c'est X, ben, vous comptez sur les doigts de la main. X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est X plus 9, c'est le dernier. Donc, le suivant, comme le disait Boris, c'est X plus 10. D'accord? Donc, il faut faire attention. Le numéro de séquence, je l'incrémente selon la quantité d'octets qui a été véhiculée dans le dernier segment. Donc, très important, il faut que vous fassiez ce petit calcul mental, ce qui n'est pas grand-chose. D'accord? Donc, en tout cas, comme vous le voyez, donc plusieurs choses. Donc, j'ai mon numéro ici, X. On va se contenter de celui-là. Accusé avec X plus 1. Ici, j'envoie mon X plus 1. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'envoie les données uniquement après. Sachant que dans l'accusé, il y avait 0 octet de données. Alors, sans S, puisqu'il y a 0 octet de données, ça veut dire que ce numéro n'a pas été encore consommé. Donc, ça veut dire que la valeur ici, X plus 1 que je mets, n'a pas vraiment de sens, puisque l'accusé est vide. Donc, je ne vais l'utiliser réellement qu'à condition que j'envoie des données. Et c'est ce qui se passe lorsque j'envoie mes A octets de données. Donc, comme vous le voyez, le premier numéro, c'est X plus 1, sachant que dans ce segment, j'ai A données, A octets. Ce que j'accuse, c'est X plus 1 plus A. D'accord? Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, je vous laisse regarder ici tout cet exemple entre numéro de séquence que j'utilise dans les signes et les fines et lorsque j'envoie des données avec des accusés. Il faut vous habituer à faire ce calcul mental, à savoir lorsque j'envoie un segment, ce que j'accuse, donc le segment à nouveau, hein, je vais vous refaire le schéma parce que c'est important. Donc lorsque j'envoie X, X c'est le numéro du premier octet véhiculé, d'accord? Et si je regarde l'accusé que je reçois en retour, le numéro que je mets pour la N, l'acknowledgement number, c'est la valeur. Si j'ai 10 octets au total, du coup, ce que j'accuse, c'est X plus 10. Puisque le dernier est numéroté X plus 9. Et à vous de calculer. Hein. À nouveau, si j'ai X, et je fais plus 1, plus 2 jusqu'à 10, j'arrive à X plus 9. D'accord? Donc, attention à bien faire ces calculs et pas vous tromper. OK, donc c'est ce qu'on a dans les numérotations de segments. Donc, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et attention, les numéros sont gérés de manière un peu spécifique selon que c'est un signe infine ou des données. Donc, à nouveau, le numéro de séquence a une signification différente selon le type du segment. Si c'est un signe et que j'accuse un signe, je vais incrémenter la valeur plus 1. Si ce sont des données, je vais me baser sur la quantité d'octets véhiculés en prenant comme valeur, si ça c'est X, comme j'ai déjà expliqué. Donc là, si j'ai X, ça c'est le numéro du premier octet. Le dernier sera égal à X plus. Alors, attention. Donc, si j'ai A octets, ce sera A plus 1, moins 1, le dernier. D'accord? Donc, ça, c'est le numéro du dernier octet véhiculé. Là, c'est le premier. Donc, si vous avez A octets, et si vous faites bien les calculs, vous verrez que si le premier est numéroté X, le dernier, si j'ai A octets donné, c'est A plus 1 plus A moins 1. Alors, le numéro de séquence numérote les octets, d'accord? On a vu que la première valeur est toujours tirée aléatoirement et je l'annonce dans un signe. Donc, à nouveau, lorsque j'envoie mon signe, je vais dès lors attendre un accusé. Et pour accuser cette valeur, je vais me contenter de faire signe plus 1. D'accord? Donc, je vais accuser le numéro du signe et l'incrémenter de 1. Pour les données, lorsque j'accuse des données, d'accord, l'accusé va accuser le dernier octet véhiculé plus 1. Donc, ça, c'est très important. Donc, voilà. Hein, donc, à nouveau, hein, lorsque j'accuse un signe ou un fin, je fais plus 1. Donc, si j'ai un signe X ou un fin X, dans les deux cas de figure, l'accusé que je vais recevoir, c'est ACK plus 1. X plus 1, pardon. D'accord? Donc, ça, c'est dans l'acknowledgement number. Lorsque j'ai des données, à nouveau, hein, tout dépend de la valeur, la quantité d'octets véhiculés dans un segment. Donc là, je vous ai mis, pour votre référence, un exemple complet où j'ai transformé les numéros de séquence en décimales pour vous aider à pouvoir suivre les valeurs. Donc, je vous ai également mis cet exemple concret parce que ça va vous aider, je pense, à fixer les valeurs et à voir comment elles évoluent. Sachant que ce qui est compliqué à nouveau, comme je vous l'ai dit, dans les deux sens, j'ai un numéro de séquence qui est différent. Donc, je vous laisse regarder ça parce que ça va vous aider pour comprendre comment ils évoluent.
D'accord? Donc, j'ai mis quelques exemples ici concrets pour vous aider. Je n'ai pas le temps de le faire en détail parce que c'est quand même assez long. Mais à vous de suivre les valeurs et de comprendre pourquoi elles sont incrémentées ou pas. D'accord? OK. Donc, on a vu numéro de port, source et destination. On a vu le sequence number qui réfère aux data ici et l'acknowledgement number qui dépend des données que je reçois de l'autre extrémité. Donc, ces deux numéros ne sont pas du tout corrélés. Hein. D'accord? Ensuite, on a quoi? On a le THL, le champ que j'ai sur ligne. Donc, le THL, comme j'ai expliqué, c'est similaire à l'IHL. C'est comme dans IP. C'est-à-dire qu'ici, on va spécifier la taille de l'entête. Et la taille de l'entête est codée sur 4 bits. Pourquoi? Parce que c'est une taille qui est exprimée en nombre de mots de 4 octets. C'est-à-dire qu'ici, à nouveau, d'accord, si j'ai la valeur 5, 5 fois 4, ça me donne bien 20, et ça veut dire qu'il n'y a pas d'option. Et la taille max que je peux avoir, c'est si ces 4 bits sont positionnés. Donc, ça veut dire j'ai 15 comme valeur. 15 fois 4, eh bien, ça me donne 60. Ce qui veut dire qu'au maximum, les options, je peux en avoir jusqu'à 40 octets. Donc, ça, c'est similaire à IP. Ensuite, j'ai quoi? On a déjà vu les drapeaux. Hein. Donc, je ne rentre pas dans les détails des drapeaux puisqu'on les a déjà vus. Alors, par contre, ce qui va être compliqué, hein, c'est que là, comme vous voyez, vous avez 2 octets. Et ces 2 octets, pour prendre les 6 drapeaux, pour les trouver, c'est un peu compliqué. D'accord? C'est assez compliqué de pouvoir identifier ces valeurs. Donc, il faut faire des calculs binaires assez précis. Mais si, par exemple, je prends la valeur, allez, on va faire juste un exemple ensemble. Si ces 2 octets-là, que je viens de souligner, je vous donne la valeur, par exemple, A et quoi d'autre? Et attendez que je vous donne une valeur qui fasse du sens pour pas que vous soyez paumé. A 0 et ensuite je vais mettre 0,2. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la valeur de la taille de l'entête, taille en tête, et donc les options, plus les drapeaux positionnés? Est-ce que vous pouvez faire la conversion? Donc, quelle est la taille de l'entête? Allez dans le chat. Si c'est la valeur A, ça veut dire que j'ai une en-tête de quelle taille, s'il vous plaît? 10 fois 4, ça fait 40. Exactement. Donc, ça fait 40, ce qui veut dire que j'ai combien d'options? 20. Exactement. Parfait, Dan. Super. Et maintenant, si je regarde le bit 2 ici, d'accord? Donc, la valeur 2, si je la code en décimale, ça fait en binaire, ça fait 0, 1, 0. Donc, ça veut dire que l'avant-dernier drapeau, c'est lequel qui est positionné? Là, regardez. C'est C'est le signe. lequel? C'est un Le signe. signe. Donc, ça veut dire que c'est un signe. Donc, le seul drapeau positionné, c'est un signe. Vous avez compris comment faire à partir de la valeur en hexa. Donc, comme vous voyez, c'est un peu, voilà. Si jamais, hormis le signe, j'avais également le hack positionné, quelle serait la valeur ici à la place du 2, s'il vous plaît? Allez-y, un petit effort. Monsieur, c'est pas le 2 qu'il faudrait changer, c'est le 0 qui est juste avant, non? Exactement. Et donc, ça me donne quoi au final? Coup, Ouais, je vous l'accorde, hein, oh, c'est un peu complexe, mais attendez, je veux ah, juste c'est nettoyer 12. un peu la Ça figure. aurait été Ouais, c'est 12. 12. Exactement, c'est Prenez 12. le 1. On est d'accord. Parce que ici, si je me prends les 4, on voit que le hack, ça va faire un 1 et que là, ça fait un 2 pour le signe. Donc, ça fait bien. Si là, j'ai toujours la valeur, donc comme on a dit, hein, on l'avait codé, on avait mis 10, d'accord? Donc, ça va me donner A 0, 12. Sachant que le 12, ça, c'est le hack en hexa. Et ça me donne le signe. OK, vous comprenez la combinaison des drapeaux ensemble? Donc, c'est juste pour vous montrer que voilà, c'est un peu chiant parce que là, ça tombe bizarrement au bout du 6e bit en partant de la droite. C'est juste Ouais, ça. c'est la même chose qu'avec IP quand on a fait les flags avec les 3 drapeaux et les 13 bits, de Avec les DF et ouais, MF, c'est ouais, pareil, c'est c'est la même chose, similaire. ouais. Et là, ça tombe vraiment au milieu d'un octet, donc c'est pas facile à gérer, mais on s'en sort, hein, peu importe. C'est pour vous montrer, ne soyez pas surpris de ces valeurs. OK? OK. Donc, à présent, donc merci beaucoup Dan pour tes réponses. Donc maintenant, si on continue sur la window, donc à nouveau, la window, c'est ce qui permet de faire du contrôle de flux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je reçois un message, je vais aller inspecter cette valeur pour savoir quelle est la quantité d'octets que le récepteur m'autorise à envoyer. Donc ça veut dire que si à un instant on me dit une valeur de, je ne sais pas moi, 64 000, ça veut dire que je peux envoyer jusqu'à 64 000 octets sans être sans me poser la question de savoir est-ce que je vais engorger le récepteur. D'accord? Donc,
c'est un système qu'on appelle un système par fenêtre. Alors la fenêtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, donc à nouveau le contrôle de flux, le but, c'est d'envoyer les octets sans engorger le récepteur. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, comme vous l'avez vu, hein, TCP reçoit les octets. Mais ensuite, je suis à la merci de l'application qui va venir, quand bon lui semble, venir lire les octets. C'est comme ça. Je n'ai aucun moyen de réveiller l'application et de lui dire hey, hey, il faut venir lire les octets. Non, je les mets en attente et j'attends que l'application se réveille pour les lire. Donc ça veut dire que là où je mets les octets en attente, ben, j'ai un buffer, un tampon. Donc je ne peux pas excéder ces mémoires à l'infini. C'est-à-dire que si à un instant l'application n'a pas lu et que je continue à recevoir les octets, ben, certains octets vont être perdus. Donc du coup, pour éviter ces pertes dans TCP, ce que je fais, c'est que comme je suis à la merci de l'application, moi j'ai des tampons, mais je vais toujours faire en sorte de préciser à la source quelle est la quantité des tampons disponibles, la quantité de tampons libres, de façon à éviter les engorgements. Et donc, dès que j'envoie un message en retour à la source, et généralement, par exemple, je lui envoie toujours des accusés, et bien systématiquement, je vais lui dire, je vais lui donner la quantité libre. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand je regarde au côté de la source, donc ici, j'ai une suite d'octets que j'envoie. D'accord? Donc, si je suis au milieu de mon transfert, j'ai quoi? Ici, j'ai les octets que j'ai déjà envoyés et pour lesquels j'ai reçu un accusé. Parfait. En même temps que cela, j'ai la quantité qui correspond à celle qu'on m'autorise à envoyer. Donc ça, c'est la quantité qui a été annoncée dans le champ fenêtre par le récepteur et qui sont en cours d'émission. Donc là, on voit déjà émis, mais pas encore accusés, et ceux qui sont en attente d'être émis. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai d'autres octets qui ont été écrits par l'application, mais pour laquelle le récepteur, au travers de la fenêtre, ne m'a pas autorisé à envoyer. Donc vous voyez que ici, c'est simple. Moi, côté source, j'ai un certain nombre d'octets, j'ai ceux qui ont été déjà accusés, ceux que je suis autorisé à envoyer et que je suis en cours d'émission par petit MSS, par bloc de MSS que j'envoie, jusqu'à ce que j'atteigne cette limite ici, où là je suis bloqué parce que je n'ai pas le droit d'envoyer plus d'octets, sinon j'engorge le récepteur. Donc c'est ce qu'on appelle un mécanisme de fenêtrage. J'ai une fenêtre d'octets que je peux envoyer. Et comme vous le voyez, ce qui est intéressant sur ce schéma-là, c'est que finalement, les différents pointeurs que j'identifie, 1, 2 et 3, vont se coulisser dans le temps. Donc très rapidement, Boris, je vais revenir sur ta question juste un moment pour les pointeurs. Donc le premier pointeur ici, s'il vous plaît, donc il va se déplacer sur la droite. Qu'est-ce qui va faire que le pointeur va se déplacer là? Qu'est-ce qui fait que je peux bouger ce pointeur vers la droite? Exactement, c'est lorsque je reçois un accusé. Si je reçois un accusé qui me dit ah ben là, ce bloc a été correctement reçu, eh bien je bouge le pointeur ici. Parfait. Ici, le deuxième pointeur, qu'est-ce qui va le faire bouger? Ben, c'est le fait de faire quoi? Allez Dimitri, si tu es toujours courageux avec le chat, qu'est-ce qui va faire que je bouge ce pointeur? C'est l'envoi de quoi? De mes segments de données. Au fur et à mesure que j'envoie des segments, ben, ce pointeur va se rapprocher dangereusement de cette frontière. Et donc, une fois que je suis arrivé ici et que les deux pointeurs sont ensemble, c'est terminé, je ne peux plus envoyer. Et donc, qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir réouvrir la fenêtre et l'augmenter? C'est le fait de recevoir quoi? Qu'est-ce qui fait que j'augmente ici? C'est le fait de recevoir un message du récepteur avec une fenêtre plus grande. D'accord? Donc, c'est aussi simple. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, comme vous le voyez, là, j'ai mes différents pointeurs et je vous indique ce qui fait que je fais progresser la valeur de ces pointeurs et que typiquement, là, à nouveau, c'est l'application qui va venir écrire des octets en attente d'émission. Et donc là, comme vous voyez, ben, la fenêtre se déplace tout en ayant une largeur qui dépend de ce qui est annoncé par le récepteur. OK? Donc, si à un instant, par exemple, le récepteur veut nous taire, qu'est-ce qu'il va envoyer comme fenêtre dans ces segments? Donc, lorsqu'il va m'envoyer un accusé, quelle est la window qui va m'annoncer pour me faire taire? Qu'est-ce qu'il peut annoncer comme valeur pour me faire taire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il peut m'annoncer comme fenêtre? Allez-y, hein, c'est simple, c'est une question vraiment très simple, hein. Alors là, il n'y a pas de problème, hein. Exactement.
si je suis complètement embouti et que l'application est trop occupée pour venir lire les octets, bah, exactement, comme le dit Lohan et Dimitri dans le chat, je peux tout à fait, tout simplement, annoncer une fenêtre de 0. Et là, je suis bloqué. D'accord? Jusqu'à ce qu'on m'annonce une nouvelle fenêtre qui augmente l'émission. D'accord? Donc ça, c'est le contrôle de bout en bout qui permet au récepteur, d'accord, de contrôler mon flux. D'accord? Si je suis trop bavard, ben, comme ça, je vais temporiser l'envoi des octets. OK. Ensuite, on a quoi d'autre comme champ? Ben, on a le checksum. Et à la manière de UDP dont on avait parlé la semaine dernière, le checksum ici porte non seulement sur l'entête TCP, les options TCP et les data, d'accord? Donc, data, options et en-tête, donc 3 choses. Mais également, en plus de ça, sur, vous vous rappelez, le pseudo-header. Et le pseudo-header, à nouveau, c'est des informations que IP me donne, qui proviennent de l'entête IP qui va encapsuler ce segment, dont je vais incorporer des valeurs pour le calcul du checksum. Et le checksum se calcule de manière similaire avec IP. On fait une somme avec mes 16 bits. Et je pense que la semaine dernière, vous l'avez dû faire en devoir, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez fait les calculs de checksum la semaine dernière pour le devoir? Bon, voilà. Vous avez vu, c'est simple. Mais j'espère que, alors je sais pas, dans le devoir, on vous avait donné l'entête IP également, les valeurs de l'entête IP pour faire le calcul du pseudo-header. C'est bien ça, hein? On Ouais, vous on avait nous avait donné, donné, voilà, une adresse IP, source, destination, un port, il fallait calculer. voilà. Et on vous l'a donné pourquoi? Bah, tout simplement pour pouvoir calculer le checksum. D'accord? Ouais, exactement. Parfait. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui nous manquait? Ben, il nous manquait 2 drapeaux dont on n'a pas parlé. D'accord? Vous vous rappelez qu'on a 6 drapeaux. Hein, je reviens ici et je nettoie la figure. On a 6 drapeaux. On a parlé du fin, du SYN, du RST. On n'a pas vu d'exemple, mais c'est pour réinitialiser les valeurs des sequence numbers, par exemple. L'accusé, on en a déjà parlé. Donc, il nous manquait le urge et le push. Et à nouveau, ces deux-là sont assez intéressants. Pourquoi? Parce que le push, si vous faites du Wireshark, vous allez remarquer que certaines applications, sachant qu'elles n'ont pas suffisamment d'octets à envoyer et que vous vous rappelez que TCP, d'accord, est absolument fait tout en sorte pour envoyer MSS octets. Mais si sur ces octets-là, l'application n'en a pas autant, eh bien côté application, vous pouvez faire, une fois que vous avez terminé d'écrire vos données, faire un push. Ça veut dire quoi? C'est dire à TCP, écoute, j'ai plus d'autres octets. Donc si tu n'as pas MSS octets, tu peux quand même les envoyer tout de suite avant que ton temporisateur arrive à expiration. Donc, grosso modo, ça permet d'accélérer l'envoi des données. Mais si par exemple votre fenêtre est à 0, est-ce que le fait de faire un push, ça va aider, ça va pousser les informations? Est-ce que ça va provoquer l'envoi si la fenêtre est à 0? Évidemment, non. D'accord? Donc attention, dans une certaine mesure, on peut pusher les données, exactement Yana et Dan, mais pas toujours. Donc TCP a quand même le contrôle. Hein. Et c'est juste, si jamais TCP est uniquement bloqué à cause de cette histoire de MSS, Maximum Segment Size, bon, ben là, on peut quand même au niveau application faire un push. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez le RFC, c'est à la fois côté émetteur pour l'émission, mais côté récepteur, normalement, TCP a la possibilité de notifier à l'application côté récepteur de venir lire dès que peut se faire, aussi rapidement possible les données que sont là. Mais à nouveau, c'est juste une indication. C'est-à-dire que l'application peut-être va ignorer le push côté récepteur, au même titre que TCP côté émetteur peut ignorer le push qu'a fait l'application. Donc, à nouveau, c'est une utilisation qui est quand même relativement restreinte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le urge. Et le urge, c'est dans l'entête. Hein. Si vous regardez le champ suivant dans l'entête, il y a un champ urge. Et le champ urge permet, si le drapeau est positionné, de spécifier dans ce champ-là le fait que dans ce segment-là, certains octets de données sont des données urgentes. Et ce que ça veut dire d'être des octets urgentes? Ça veut dire qu'elles doivent être envoyées en priorité quand bien même des données sont en attente d'émission. D'accord? Je vais vous donner un exemple juste après. Et côté émetteur aussi, côté récepteur, on demande à l'application de venir lire en priorité des données urgentes si elles ont été reçues, d'accord, suite à d'autres octets qui, elles, n'étaient pas urgentes. Donc, alors là, c'est le push. Hein. Donc, juste pour vous montrer le push, là, vous voyez que là, j'ai une quantité d'octets qui est inférieure à MSS. Grâce au push,
Et si la window l'autorise, la fenêtre de contrôle de flux l'autorise, je peux envoyer, comme vous voyez, une trame qui est incomplète. Et côté récepteur, une fois que ces octets ont été reçus, le fait qu'il y ait eu un push, ça indique à l'application de venir lire au plus vite ces octets-là. Mais à nouveau, ce n'est pas du tout synchrone, d'accord? Ce n'est pas une obligation. OK? Voilà. Concernant les données urgentes, ben, on a plusieurs aspects ici dans les données urgentes. Donc, comme je l'ai expliqué, donc imaginez que vous ayez votre tampon d'émission ici. Et vous rappelez que dans le tampon d'émission, j'ai les octets qui ont été déjà acquittés, donc déjà lus, et celles qui sont en attente d'émission. Si à un instant donné, l'application vous dit que, attention, j'ai des données urgentes, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais les envoyer avant les bleus. Donc, c'est-à-dire que je vais les envoyer à ce moment-là. Donc, si je regarde mon segment ici, donc, je peux mettre aussi bien les données urgentes que les suivantes, mais les données urgentes, à nouveau, vont être mises en premier. Et ce que je vais mettre dans le pointeur urgent, c'est la quantité d'octets urgentes contenues dans ce segment. Donc là, j'en ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et comme je commence à numéroter à 0, ben là, c'est le cinquième. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'indiquer qu'ici, que les octets urgents, j'en ai jusqu'au cinquième octet sont urgents. Donc, ça veut dire quoi au niveau du récepteur? Ça veut dire que maintenant, au niveau du récepteur, il faut que je lise en priorité les données urgentes, quitte à ce qu'ensuite je puisse lire les bleus. Donc, vous voyez que ça permet d'introduire des données qui vont partir plus vite que les données déjà existantes qui sont dans le canal. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que quelqu'un peut penser à une application possible pour des données urgentes? Qu'est-ce qui peut être urgent comme données d'après vous? Est-ce que vous avez une idée? Sinon, c'est pas grave, hein. Je sais que c'est une question pas facile, mais c'est pour vous Paiement montrer que ça fait du sens. bancaire, tout ce Dan, je pour les t'écoute. paiements bancaires, par exemple? Si c'est un Alors, gros client qui est, alors attention, là, tu es en train de donner un exemple. C'est pas vraiment urgent, c'est des données sécurisées. Alors, il faut pas confondre urgente et sécurisée, d'accord? enfin, c'est plutôt, on va dire, Confidentielle. gestion de clients, pas forcément bancaire, on va dire gestion de clients. Si on a un gros client qui est très, qui est un gros client, on va Ouais, privatiser la requête, ouais, quoi. d'accord. Ouais, ouais, je comprends. Mais si on faisait plus simple, Dan, écoutez, regardez, par exemple, imaginez si à un instant donné, vous décidez d'envoyer un gros fichier, d'accord? Et vous dites à Mmh. TCP, je dois envoyer ce fichier. Ce fichier va être envoyé à TCP. Si à un instant donné, pour une raison X ou variée, l'utilisateur décide d'envoyer le transfert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde dans les buffers, la commande d'interruption arrive après le fichier. Donc, ça veut dire que TCP, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre d'envoyer tout le fichier pour finalement prendre en compte l'interruption. Donc là, Ah, on j'ai est compris. bloqué. Mmh. Alors, ce que je peux faire, c'est que l'application peut dire, oh là là, il y a déjà des octets qui sont en attente. Ben, ce que je peux faire, c'est envoyer une commande d'annulation qui sera reçue en priorité. D'accord? Donc, c'est le genre de truc qu'on peut faire en ayant, par exemple, des données contrôle dans le flux qui permettent d'être prises en compte en priorité par rapport aux données brutes. D'accord? Donc, c'était juste un exemple. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Donc, on a parlé de tous les champs, là, à peu près. Donc, pointeur urgent, checksum, window, les drapeaux, le THL, les numéros de séquence. Et ça, je vous invite à faire des exemples parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est des valeurs qui changent selon que je reçois ou que j'envoie. Donc, c'est un peu complexe. Je vous l'accorde. Et les numéros. Avant de commencer avec les options, est-ce que déjà vous avez des questions sur ces champs-là ou ça va à peu près? On a le temps de faire une petite pause et prendre quelques questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Si c'est bon pour vous, mettez-moi un pouce, histoire que je sache que je peux continuer. C'est bon? Ok, bon, bah pour la plupart, ça a l'air d'être ok. Parfait. Donc ici, on va parler des options. Donc à nouveau, comme vous vous rappelez, les options, selon la valeur du THL, s'il y a option, il faut que ce soit une valeur strictement supérieure à 5. Et inférieure à combien? C'est quoi la valeur max pour le THL, vous vous rappelez? Donc le minimum, c'est 5. Le maximum, c'est le max, Kenny? F, Ouais, donc c'est 15. tout ça. D'accord? Tout Mmh. à fait. D'accord? En décimale, Kenny nous disait F pour l'examen, mais exactement c'est 15. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez que je peux identifier la quantité des options. Alors, comme d'habitude, comme dans IP, les options, il faut aussi les bourrer. Pourquoi? Parce que vous voyez que la dernière ligne doit être pleine. Donc, si jamais je n'ai pas assez d'options, je vais faire du bourrage avec une option spécifique qui me permet de rajouter des octets de bourrage. On est d'accord? Donc, allons-y.
Donc les options, ce qu'il faut savoir, c'est que dans TCP, il y en a pléthore, comme dans IP. Alors il y en a vraiment un très grand nombre, mais que Dieu merci, elles ne sont pas toutes utilisées. D'accord? Certaines ont été juste proposées, mais elles ne sont pas implémentées par nos systèmes d'exploitation. On va faire les plus importantes, et notamment celles qu'on trouve dans les SYN. Vous vous rappelez, j'ai dit, hein, dans un SYN, j'annonce le numéro de séquence, mais à la fois, je dois installer des états, et pour les valeurs initiales, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser les options pour faire ces valeurs-là. Alors allons-y. Donc, deux premières options, comme dans IP, on a les valeurs l'octet 0 et l'octet 0,1. Et vous vous rappelez que la différence entre le 0, ça c'est à la fin, d'accord? C'est pour ça qu'on a le AND. Et le 0,1, c'est au milieu. Vous vous rappelez, c'est entre deux options consécutives. Pourquoi? Parce que je veux me faire être sûr que lorsque dans mes options, j'ai une première option ici, option 1, et qu'après j'ai une deuxième option, bah, plutôt qu'elle soit à cheval, pour que l'option 2 commence proprement sur sa propre ligne, je vais faire quoi? Je vais rajouter un 0,1 ici pour que celle-ci passe à la ligne. D'accord? Donc le 0,1, c'est entre deux options consécutives. Le 0 vient à tout à la fin de toutes les options. D'accord? Vous vous rappelez ce distinguo? Mais en tout cas, pour les options 0,0 et 0,1, la taille est toujours de 1 octet. Donc, je peux avoir plusieurs options de ce type-là selon ce que je cherche à bourrer. D'accord? Si j'ai besoin de plus d'un octet, on va en avoir plusieurs. OK? Pour toutes les autres options, on a ce qu'on appelle le kind, mais qui est assez similaire au type. D'accord? Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont préféré appeler ça the kind of option, ce qui est pareil que le type. Bon, peu importe. Et donc là, le type sera codé sur un octet. Après, j'ai la longueur totale de l'option, puisqu'elle est généralement suivie d'une valeur. Donc, pour savoir quelle est la taille des valeurs, eh bien, je vais prendre la longueur moins 2. Ça me donnera la taille des valeurs. Alors, quelques exemples de types d'options ici. On a par exemple le maximum segment size. Alors, ce que ça veut dire, et faites très attention parce que je trouve que le terme est très mal choisi, ça veut dire quoi? C'est que le client peut spécifier au serveur la taille max du MSS qu'il souhaite recevoir. Donc, ça veut dire que côté serveur, je n'ai pas le droit d'envoyer des segments dont la taille est supérieure à la MSS qui a été annoncée. Donc ça permet de contrôler non pas les segments que j'envoie, mais cette option permet de contrôler les segments que je suis d'accord à recevoir. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je peux préciser, attention, je ne vais pas accepter des segments trop gros. Et ça peut se comprendre parce que, par exemple, si vous avez des capacités de réception qui sont plutôt limitées, bah, si segment vous envoie des super gros segments, bah, en vous envoyant deux segments, il vous a embouti. Donc, du coup, plus vos buffers de réception sont plus petits, plus vous voulez que les segments que vous recevez soient petits aussi. Donc, ça permet de contrôler la taille des segments que vous soyez recevoir. Donc, du coup, ici, j'ai quoi? Type 2, longueur 4, ce qui veut dire qu'ici, je vais spécifier la taille de la MSS avec la valeur sur 2 octets en hexadécimal. D'accord? Ensuite, j'ai le Windows Scale. Alors, le Windows Scale, ça permet de faire quoi? Donc, à nouveau, c'est 3 octets au total. Et ici, j'ai ce que j'appelle le Shift. Alors, rappelez-vous, quand j'ai le Windows, c'est quoi? C'est que quand j'envoie mon segment dans l'entête, j'ai le fameux champ fenêtre ou Windows en anglais. Vous vous rappelez? OK? Eh bien, sachant qu'ici, je n'ai que 16 bits, eh bien, de nos jours, les tampons de réception TCP sont beaucoup plus grands que 2 puissance 16. 2 puissance 16, ça fait à peu près combien d'octets? Ça fait 64 000 octets. Ben, ça fait des fenêtres relativement petites. Aujourd'hui, on a des capacités beaucoup plus importantes. Donc, du coup, plutôt que de mettre à jour cette valeur et de l'augmenter dans l'entête et de modifier l'entête TCP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté la fameuse option Windows Care, qu'on va rajouter à la suite de l'entête dans les options, qui vous permet de rajouter des valeurs. Donc ici, si j'ai mis 2, ça veut dire que à la fin de la fenêtre, qui est sur 16, on me dit de rajouter 2 bits à 0. Ça veut dire qu'on multiplie par combien la valeur du coup? Ça revient à la multiplier par combien si je mets 2 bits? Rappelez-vous, en binaire, ça revient à faire quoi? Multiplié par 4. Très bonne réponse de Dimitri et Boris. Donc, vous voyez que ici, je peux spécifier jusqu'à combien de valeurs. C'est quoi la valeur max du shift? C'est 2 puissance 8. 2 puissance 8, c'est quoi? Alors, 2 puissance 8, non, pas du tout. Si, 2 puissance 8, alors, mais je me suis plus. Bon, peu importe, c'est pas 2 puissance 8, c'est combien la valeur max? C'est 2 puissance 8 moins 1, à vrai dire. Hein. D'accord, la valeur max. Donc, vous voyez que vous pouvez shifter et avoir des fenêtres de très grande taille. On est d'accord? OK? Donc, c'est juste pour vous dire ça. Alors,
Ensuite, on a quoi? On a l'option timestamp, donc c'est la troisième. Hein, la troisième. On avait l'option 00, 01 pour tout ce qui est bourrage. Ensuite, on a parlé de la MSS sur 4 octets. On a parlé de la Windows Scale sur 3 octets. Et là, on a la dernière option qui est importante à connaître. C'est ce qu'on appelle l'option timestamp ou estampille de temps. Alors, on en a besoin pourquoi? Parce qu'à nouveau, on va voir juste tout à l'heure pour la fiabilité, lorsque j'envoie des données, ces données, donc, il faut les accuser. Sauf que du coup, si je ne les reçois pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je retransmette les données qui n'ont pas été reçues. On est d'accord? Pour savoir quand retransmettre, on a un timer. Sauf que cette valeur, bien sûr, dépend à quelle distance se situe le serveur. Donc, on ne peut pas avoir de valeur par défaut utilisable n'importe quand. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la calculer, cette valeur. On va la calculer. Et on va la calculer en nous basant sur l'aller-retour des messages que je reçois du serveur. Et pour ce faire, ce qu'on fait, regardez, on a une option qui est codée, donc le type c'est 8, codée sur 10 octets. Donc la longueur totale est de 10. D'accord? Donc ça veut dire que on a 8, la valeur est sur 8 et elle est divisée en deux champs. On a le timestamp value et l'écho. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Regardez les valeurs que je vous ai mises. Donc là, en vert, je vous ai mis l'instant d'émission, d'accord, le T1, ou T0 peut-être, c'est peut-être mieux, de l'envoi de ce segment. Et ce que je vais faire, bon, comme j'ai rien reçu pour l'instant, ici, cette valeur est à 0. Ce qui fait du sens puisque j'ai rien reçu de l'autre côté. Ce que fait le serveur, il va envoyer le T1 de son SYNAC, qui est le deuxième segment, plus recopier la valeur qui était à T0. Ce qui veut dire que maintenant, lorsque je reçois ce deuxième segment à T2, si je dois calculer l'aller-retour entre les deux, c'est quoi la valeur de l'aller-retour du coup? Est-ce que vous pouvez exprimer l'aller-retour en vous basant sur les T que j'ai mis ici? S'il vous plaît, chattez la réponse si vous la voyez. Donc, du coup, l'aller-retour correspond à quelle valeur? Ah oui, T2 moins T1. T0, pardon. D'accord? T0, puisque j'ai envoyé à T0 et que je reçois à T2. Donc, ça permet de faire quoi? Je n'ai pas besoin d'enregistrer cette valeur au côté du client, puisque cette valeur va être renvoyée par le serveur. Donc, pour calculer la valeur de l'aller-retour, il me suffit de faire la différence des deux. D'accord? Et donc, on le fait de proche en proche et de pareil côté serveur, puisque le serveur m'envoie T1, moi je renvoie T1 ici, j'envoie mon T3 et ainsi de suite. Donc, ça permet de faire des calculs d'aller-retour. D'accord? Tout ça parce que j'ai besoin de temporisateur et on va voir comment il est calculé tout à l'heure. Est-ce que ça va pour tout le monde, cette dernière option? Donc, regardons un exemple concret ici. Et je vous ai mis aussi le décodage. Donc, à nouveau, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit est-ce que ici, dans mon en-tête, donc, alors, on va faire un petit décodage. Donc, regardons ici. Donc, ça, normalement, j'ai quoi? Sequence number. Ici, j'ai port number source, port number destination. Sequence number, acknowledgement number. D'accord? Ici, vous vous rappelez, ce champ-là, c'est le THL. THL plus flag. C'est quoi la valeur du THL, s'il vous plaît, si c'est A? Allons-y tous ensemble, en cœur. Donc, ça veut dire que c'est 10. 10 fois combien? 10 fois 4. 4. Parfait. Donc, ça veut dire que j'ai combien d'options? 20. 20. C'est D'accord? tout à Donc, l'heure, ça veut quoi. dire exactement. Donc, ici, j'ai les 20 de l'entête plus ici les 20 de l'option. OK? Simple. Ensuite, si je regarde les drapeaux, j'ai 002. Le deuxième bit en partant de la droite, c'est quel drapeau, s'il vous plaît? Le SYN. Parfait, Dimitri. Et puis Dan, comme il l'a dit, c'était ce qu'on avait tout à l'heure. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Un SYN. Donc a priori, c'est un client qui l'envoie vers un serveur. OK? Donc ici, normalement, si on regarde, hein, alors je pense que j'avais mis, oui, c'est ça. Donc ici, on a les deux ports et on a le numéro de séquence. Et à nouveau, pourquoi le numéro de séquence n'est pas à 0? Pourquoi il n'est pas à 0, le sequence number? Parce qu'il est choisi de quelle manière? On le choisit Aléatoire. de manière aléatoire. D'accord? Aléatoire. Donc, tout le monde, rappelez-vous. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas 0. Par contre, le acknowledgement number, vous voyez, il est à 0. Pourquoi? Parce qu'on n'accuse rien du tout. On n'a rien reçu. C'est le premier message de la connexion. Donc, comme on ne peut rien accuser, on met la valeur 0. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on a choisi la valeur 0. OK. Après, j'ai quoi? Bon, peu importe. J'ai le window, j'ai le checksum et j'ai le pointeur urgent.
Et est-ce qu'il est normal que urge soit à 0? Oui, parce que comme on a dit dans les drapeaux, est-ce que le drapeau urge était positionné? Non, le seul positionné était le signe. Donc c'est normal qu'on ait 0. Est-ce qu'on est d'accord? Tout le monde est OK avec ça? Mettez-moi un petit pouce si tout le monde comprend pourquoi urge c'est 0. Bon, il suffit de faire exactement. Boris, tout à fait, hein. Le drapeau était à 0, donc a priori, la valeur ne fait pas de sens. Elle ne fait de sens que si le drapeau est positionné. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder les options. Allons-y avec les options. Donc les options, on a dit, elles commencent ici. Donc on commence, valeur 0,2. Si vous regardez, c'est la valeur MSS. C'est l'option MSS. Et normalement, elle est sur 4 bits. Donc ici, j'ai la valeur de MSS. Je vous ai fait la translation. C'est 1440 octets. Donc j'annonce au serveur que je souhaite recevoir des segments qui ne soient pas plus longs que 1400 octets concernant les données. Il faut rajouter l'entête IP, l'entête TCP. D'accord? Ensuite, j'ai quoi? Oups, j'ai du bourrage au milieu. Pourquoi j'ai fait le bourrage? Pour pousser l'option. Alors là, bizarrement, il le met à la fin. Bon, ben, il y a des OS qui, au lieu de le faire commencer au début, ils mettent l'option de façon à ce qu'elle soit à la fin. C'est plus simple à traiter peut-être. J'ai quoi là? Le Windows Scale. Alors c'est bizarre qu'ils annoncent un Windows Scale parce que la valeur est de 0. Donc pourquoi l'avoir fait? C'est les OS. Parfois, ils font des choses inexplicables. Ça veut dire qu'ici, je ne multiplie pas la valeur de la window. La valeur de la window est correcte. Très bien. Après, j'ai quoi? Je mets 2. J'en mets 2, pourquoi? Parce que la suivante, vous vous rappelez, c'est laquelle, la 0,8? C'est timestamp. Sur 10 octets. Donc, ce que j'ai préféré faire, oups, mince. Je préfère mettre les 2 options ici, plus les 4 champs qui suivent. Donc, 2, 4 et 4. D'accord? Et si je regarde ce qu'il y a dans le timestamp, est-ce que tout le monde peut expliquer pourquoi la dernière valeur du timestamp est à 0? Pourquoi elle est à 0? Parce qu'à nouveau, c'est le premier signe que j'envoie. Et le signe, d'accord, il n'a rien reçu de l'autre côté. Parce que c'est le premier message. Donc, du coup, la seule valeur que je puisse mettre, c'est l'instant d'émission. Est-ce qu'on est d'accord? Mettez-moi un petit pouce si c'est OK pour cet exemple. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mystère, hein. D'accord? Donc, essayez toujours, quand vous faites des décodages, essayez de trouver des valeurs particulières, d'accord? En vous disant, mais pourquoi c'est 0? Bah, des choses pareilles. OK? Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, revenons sur les histoires de propriété de TCP. Donc, à nouveau, la première chose dont on avait parlé, c'est le fait que TCP doit être efficace. Donc, être efficace, à nouveau en anglais, c'est utiliser un maximum des ressources disponibles. C'est ça, être efficace. D'accord? C'est qu'on veut remplir au maximum nos segments. Et le maximum est indiqué par la MTU. Donc, ça veut dire que TCP va faire en sorte d'envoyer un maximum d'octets tout en évitant, la fragmentation IP, tout en évitant, que les trames soient incomplètes. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart du temps, j'envoie MSS octets selon la MTU locale, c'est-à-dire la taille des trames. Sauf si, l'application me donne un push. Si un push, TCP peut s'autoriser à envoyer des segments plus petits que MSS octets, ou l'expiration d'un temporisateur. J'ai attendu que l'application écrive des données. Elle n'avait aucune donnée à m'envoyer. Bah, du coup, l'expiration du temporisateur provoque l'envoi d'un segment plus petit que MSS. D'accord? Il ne faut surtout pas oublier qu'il y a toujours une décorrélation aussi bien entre écriture des octets et envoi des segments. Donc, si l'application écrit 10 fois, ça ne veut pas dire que j'envoie 10 segments. Tout dépend de la MSS. Idem côté lecture. Lorsque je reçois 10 segments, ça ne veut pas dire que l'application va venir lire 10 fois. C'est totalement décorrélé. D'accord? Il y a un découplage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, pour être efficace, la gestion des accusés. Donc, comme on l'a vu, à chaque fois que j'envoie des données, le récepteur est censé m'envoyer des accusés. Ça peut être des accusés vides si le récepteur n'a rien à m'envoyer. D'accord? Donc, dans TCP, la conception de TCP, c'est qu'on a des récepteurs idiots, c'est-à-dire qu'ils ne font pas grand-chose. Toute l'intelligence est au niveau de la source. Ce que j'entends par là, c'est que tout ce que fait un récepteur, il se contente d'accuser. Basta. C'est tout. Donc, ça veut dire que la détection des erreurs, on le verra tout à l'heure, est faite au niveau de la source. Donc, c'est-à-dire que la source, en recevant les accusés, se rend compte si oui ou non il y a eu des pertes. D'accord? Tout ça pourquoi? Parce que certains autres protocoles ont été conçus de façon à mettre l'intelligence côté récepteur. C'est-à-dire que le récepteur, plutôt que d'envoyer des accusés,
va détecter les erreurs et réclamer la retransmission des segments qui ont été perdus. Mais ça, ce n'est pas le choix dans TCP. Donc, dans le choix où je demande les retransmissions, j'utilise ce qu'on appelle des NAC pour accusés négatifs. Donc, ça permet d'envoyer du feedback uniquement lorsqu'il y a des pertes. Dans le cas de TCP, non. On envoie systématiquement des accusés. Donc, on a plusieurs types d'accusés. Alors, on a ce qu'on appelle les accusés retardés. On a les accusés qui, du coup, qui peuvent être cumulatifs et les accusés immédiats. Alors, on distingue ces cas de figure. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des accusés retardés? Tout simplement, pourquoi? Parce que si, par exemple, vous avez deux segments, normalement, je suis censé avoir combien d'accusés si j'ai deux segments? A priori, bêtement, le récepteur est obligé d'envoyer combien d'accusés? Deux. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu coûteux quand même. Pourquoi envoyer deux segments? Est-ce que finalement, envoyer un seul accusé aurait suffi? Je peux faire d'une pierre deux coups. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est pour ça que ici, on va avoir un accusé retardé. Dans le but où on va se dire, ben, plutôt que de l'envoyer immédiatement, on va le retarder de façon à ce qu'il puisse cumuler deux segments consécutifs. Sauf qu'on ne va pas le retarder trop. On va le retarder uniquement de 500 millisecondes. C'est-à-dire qu'on va attendre 500 millisecondes suite à la réception d'un segment. Et dès que dans ces 500 millisecondes, je reçois un autre segment, paf, immédiatement, je vais envoyer un accusé qui, du coup, devient un accusé cumulatif. Si sur l'espace de ces 500 millisecondes, je ne reçois pas d'autres segments, eh bien, automatiquement, j'enverrai l'accusé, certes de manière un peu retardée. C'est comme ça, mais ça permet de faire l'économie de deux en-têtes, celle des accusés. Au lieu d'envoyer deux fois deux accusés, j'envoie un seul. D'accord? On peut avoir des accusés dupliqués. Alors, le cas de figure, et on le verra tout à l'heure, j'ai les exemples, mais regardez un exemple simple. Si par exemple, j'envoie le segment 2, après j'envoie le segment 3, allez, je les numérote simplement, même si c'est un début de l'esprit, et que celui-ci est perdu, et qu'on a dit que dans un accusé, normalement, je dis, donc si j'ai reçu le 2, j'accuse quoi ici, s'il vous plaît? J'accuse le prochain que je m'attends à recevoir. Donc, ça veut dire que quel est le numéro que je vais spécifier dans l'accusé? Si j'ai reçu le 2, je m'attends à recevoir le 3. Si le 3 n'est pas reçu et que je reçois le 4, même si c'est 4 que j'ai reçu, je vais préciser que je m'attends toujours à recevoir lequel. Est-ce que je peux dire 5? Non, puisque je n'ai pas reçu le 3. Donc là, je vais envoyer un accusé avec quel numéro? 3. Et donc, vous voyez, là, j'ai des accusés dupliqués. Pourquoi? Parce que j'ai eu une rupture de séquence. Et de cette façon-là, l'émetteur peut se poser la question, tiens, c'est bizarre là, on m'accuse deux fois le même segment. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas normal, puisque c'est un accusé par segment. Si je reçois plusieurs accusés dupliqués, ça peut indiquer qu'il y a eu perte. Donc on va voir qu'on utilise les accusés dupliqués pour ce genre comment dire, d'optimisation également. D'accord? Et d'autre part, donc ça c'est un accusé qui est donc immédiat, d'accord, lorsqu'il est dupliqué. Donc ça veut dire que là, lorsque par exemple je reçois le 4, je ne vais certainement pas retarder et envoyer directement l'accusé. Un autre cas où j'ai un accusé immédiat et non pas retardé, c'est lorsque finalement je reçois un segment qui manquait. Donc ça veut dire quoi? Donc si je refais la figure un peu, et désolé, j'ai pas beaucoup la place, mais imaginez donc ici j'avais le 3, ici j'avais le 4, mais le 4 a été perdu. Ici j'ai le 5 qui est reçu. Donc comme vous le voyez, donc à nouveau on a dit là, j'accuse immédiatement et je mets quoi comme accusé à nouveau? C'est quoi la valeur du hack ici s'il vous plaît? Quel est celui que je m'attends à recevoir? J'ai modifié un peu. Attention, Boris, j'ai modifié un peu. On est d'accord, c'est le 4. Si plus tard, je reçois le 4, là, immédiatement, je suis censé recevoir un accusé. Et c'est quoi la valeur de l'accusé que j'envoie maintenant? Allez-y. Et oui, parce que j'ai reçu le 5. Donc, ça comble le trou et j'ai le 6. D'accord? Donc, il faut vous entraîner à ça. J'ai des exemples tout à l'heure pour vous montrer. Donc, regardons deux cas de figure. Attention, c'est des cas de figure un peu particuliers. Donc, imaginez ici que j'envoie
un numéro de séquence avec le numéro 92. C'est le numéro de séquence. Et que dans ce segment, j'ai 8 octets. Donc forcément, le dernier que je véhicule, c'est le combien? C'est le numéroté combien? Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc le dernier, c'est le 19. 99, on est d'accord? Si vous faites le calcul sur vos doigts en comptant 92, le dernier octet, c'est bien 99. Donc ce qui veut dire que l'octet suivant, c'est le numéroté 100. Et donc là, j'envoie donc 20 octets. Eh bien, ce que je vais accuser, si celui n'a pas été reçu, vous voyez que le segment que j'avais reçu juste avant, c'était le numéroté combien? Le dernier octet du segment précédent était numéro 92, 91, pardon. Et donc, c'est pour ça que ici, si c'était le 91 le dernier, le suivant, c'est bien 92. Sachant que celui-ci a été perdu, mais vous voyez que ce que j'accuse immédiatement, suite à la rupture de séquence, c'est le numéro 92. D'accord? Si entre-temps, je retransmets celui qui était perdu, donc là, j'ai une retransmission à l'issue du temporisateur, eh bien, je reçois 92, les 8 octets. Donc maintenant, je vais accuser non seulement le 92, mais également celui que j'ai reçu entre-temps. Donc si celui que j'avais reçu entre-temps, c'est le 100, de 100 à 120, à 180, à 119, je vais accuser 129. On est tous d'accord avec ça? Vous avez compris maintenant? Pourquoi est-ce que j'envoie le 129? Parce que là, je comble le trou qu'il y avait à ce moment-là. Et donc, je vais acknowledger, accuser tout ce qui a été reçu entre-temps, dès lors que je comble le trou parfaitement et qu'il n'y a pas un trou de séquence. On est d'accord? Vous mettez un pouce ou je réexplique. Merci, Hainam. Ok, Oriana, c'est bon. Dimitri aussi. Mathis, parfait. Le A92, alors ta question, Nadia, elle est un peu, à vrai dire, le 120 ne peut se faire qu'à condition que j'ai reçu entre-temps d'autres données et que j'ai retransmis celles qui étaient perdues. Il faut qu'il y ait eu une rupture de séquence et que depuis, j'ai reçu des octets entre-temps. Donc, ça veut dire que si par exemple, alors juste une question, si par exemple, j'avais pas ça là, ok, si j'efface dans ce schéma-là, quel est l'accusé que j'envoie ici, s'il vous plaît? Alors là, on va comprendre si vous avez compris. Donc, du coup, quelle est la valeur de l'accusé, la nouvelle valeur, s'il vous plaît? Allez-y, tout le monde. Exactement. D'accord, très bien. Parfait. Donc, ça veut dire que vous avez compris. Superbe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme vous voyez là, la retransmission a été provoquée par un temporisateur. Mais le temporisateur, ça ralentit les choses. Donc, ce qu'on peut faire, une deuxième façon de détecter les pertes que l'on a dans TCP, c'est de se baser non pas sur le timer, qui normalement expire à ce moment-là, c'est de se baser sur les accusés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur les accusés dupliqués. Donc, ça veut dire que là, vous voyez que si j'ai 92, c'est que le coup d'avant, le dernier accusé que j'avais reçu avant, c'était quelle valeur ici? Le dernier accusé, puisque j'envoie 92 ici. Quel est l'accusé que j'avais envoyé juste avant, s'il vous plaît? Allez-y, jeunes gens, c'est très facile comme question. Bah oui, c'était 92, on est d'accord. Exactement, attention, hein, le 92, c'est celui que je m'attends à recevoir. Donc, je reçois 92, très bien. Donc, ça veut dire que ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il y en ait 4 identiques. Et donc, ça veut dire que les 3 derniers sont dupliqués. D'accord? Pour qu'il y ait 3 dupliqués, il faut qu'il y en ait 4 au total qui soient identiques. Eh bien, ce que je vais faire au niveau de la source, c'est que quand je reçois les 3 dupliqués, je pars du principe que s'il y en a eu 3 dupliqués, c'est qu'il y a eu une perte. Donc, ça me permet de savoir que celui-ci a été perdu. Que si le 92 a été réclamé 4 fois, ça veut dire qu'il a été perdu. Et donc, je retransmets immédiatement, retransmission immédiate, sans attendre l'expiration du temporisateur. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième façon. Monsieur, Oui? s'il y a 2 pertes, il Ah prend ouais. celui qui a le plus petit? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, là, tu parles de l'accusé? Oui. Ouais, exactement. Ce que tu fais, c'est que tu vas te baser par rapport au début du trou. Donc, ça veut dire que tu fais avancer ton numéro de séquence de la quantité d'octets que tu as comblé le trou.
OK, merci. OK? C'est un très bon point. Alors donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a également, ici 2 cas de figure. La perte d'un accusé. Donc la perte d'un accusé est traitée comme si les données avaient été perdues. Donc regardez ici, j'ai envoyé 92, le suivant c'est le 100. L'accusé 120 est perdu. Donc du coup, comme je ne reçois pas ici l'accusé, ben, j'ai le temporisateur qui va arriver à expiration, les 2 tempos, qui vont provoquer 2 retransmissions, les 2 segments qui étaient perdus. On est d'accord? Et donc suite, donc là, j'ai un accusé retardé, éventuellement cumulé, et donc ce qui va me faire envoyer le hack 120. Donc ici, ce que je veux dire, c'est que qu'il s'agisse de la perte des données ou la perte de l'accusé, c'est géré de la même manière. Donc, c'est-à-dire qu'on retransmet des données alors qu'elles ont été reçues, mais que je n'ai pas de moyen de le savoir. Le cas juste à droite, c'est quoi? C'est on peut aussi avoir des temporisateurs qui sont éventuellement arrivés à expiration trop tôt. Par exemple, ici, je m'attends à recevoir un accusé, mais mon tempo est trop petit. Ben, je vais quand même retransmettre. Ça va créer 2 duplications. Ben, ce que je fais, c'est que je vais ignorer le deuxième que j'ai reçu, puisqu'il a déjà été reçu, et je vais accuser, donc, hein, après avoir donc comblé, je vais répéter le dernier accusé que j'avais. Bon, là, c'est un cas de figure où effectivement, je peux avoir une duplication parce que mon timer est trop petit. D'accord? Peut-être que ici, j'ai peut-être pas parlé d'un autre cas de figure. On peut en faire un ensemble si vous voulez. Donc, imaginez qu'ici, j'ai ce cas de figure. Donc, j'envoie le 92, d'accord? Et le 100, il est reçu avant. Alors, je suis désolé, la figure est dégueulasse, mais alors, je ne sais pas comment faire parce que c'est quand même. Donc, j'ai le 100 comme ça. Ah non, oh, mince, alors, pourquoi il me fait. Désolé, j'ai le clavier à chaque fois qui m'embête. Donc, ici, il faudrait que je reçoive le 92 après. Donc, là, j'ai le 92. Et là, j'ai le 100. D'accord? Donc, ici, quel est l'accusé que j'envoie? Ici, quel est l'accusé que j'envoie, s'il vous plaît? Donc, le premier accusé, c'est quoi la valeur du premier accusé? 92, très bien. Et le deuxième? 120. Parfait. Ben, donc, vous voyez, donc, on peut gérer les choses, d'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Donc, tout ça, pourquoi? Parce que finalement, vous voyez que ici, j'avais l'accusé 92. Je l'ai répété une deuxième fois, non pas parce qu'il y a une perte, mais parce qu'il y a un déséquencement. D'accord? Donc, il faut voir que les accusés dupliqués, je peux en avoir pour des raisons multiples et pas seulement à cause des pertes. Allons-y. Donc, ce dont on n'a pas parlé, c'est justement, on a dit qu'il y a un temporisateur. Hein. Donc, je perds une donnée, je ne reçois pas l'accusé. J'ai un timer ici. On a dit que cette valeur a été calculée. Elle est calculée grâce à l'option timestamp. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Typiquement, ce qu'on fait, c'est que on va définir d'une valeur de timer parce que cette valeur est excessivement importante. Et pour la calculer, on va faire des mesures. Et on va mesurer l'aller-retour. C'est-à-dire que si j'envoie des données et que pour ces données, je reçois l'accusé, eh bien là, ça me donne une estimation de l'aller-retour. Donc, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que j'envoie des données et que je reçois l'accusé correspondant, eh bien, je vais prendre la différence. Donc, ça me donne une mesure du RTT. Ça me donne la valeur instantanée, la dernière qui a été calculée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais moyenner cette valeur avec la valeur existante du timer. Donc, je fais ça pourquoi? Parce qu'à un instant donné, peut-être que le RTT est super petit. Pourquoi? Parce que le chemin n'était pas congestionné. Le coup d'après, la valeur va augmenter. Donc, vous voyez, la valeur de l'aller-retour varie au cours du temps. Et ces variations, elles peuvent être soit ponctuelles ou s'installer dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on fait ici une somme pondérée entre la valeur que j'ai calculée et la valeur courante de la moyenne. Donc, je pondère les deux pour lisser les pics, d'accord, qui pourraient être juste épisodiques. Donc, ici, j'ai une valeur A, d'accord, qui est une valeur qu'on peut paramétrer. Donc, dans les OS, il y a des valeurs conseillées qu'on utilise, mais qui sont paramétrables. D'accord? Donc, vous verrez en TD, je ne sais pas si je l'ai mis sur le transparent suivant, mais on a un exemple de calcul avec les valeurs utilisées dans les OS, les valeurs courantes. Alors, par contre, la question qui se pose également, c'est que ça marche bien pour les datas, mais la question qui se pose, c'est quand j'envoie un SYN, c'est le premier message d'une connexion.
Le timer, je le mets à quelle valeur? Ben, on la met une valeur de 1 seconde. Donc, ce qui est une valeur très longue, hein, mais c'est la valeur par défaut. Alors, dans le RFC, même à l'époque, il nous disait que c'était une valeur inférieure à 3 secondes. Mais aujourd'hui, la valeur la plus courante, c'est une valeur qui est égale à 1. D'accord? Ce qui est très long. Mais il faut bien initialiser puisque le signe est le premier. Partant de cette valeur 1, je vais la lisser au fur et à mesure que j'envoie des données et que je reçois l'accusé correspondant pour faire en sorte que la moyenne converge vers une valeur réaliste et qui correspond à l'historique de la connexion. Et vous voyez que plus la connexion est longue, plus la valeur est réelle. Plus la connexion est petite, plus la valeur elle est un peu non réaliste. D'accord? OK. Ah on en est déjà arrivé à la conclusion, donc vous voyez qu'on finit même en avance. Donc on aura même le temps de prendre des questions, et beaucoup de questions j'espère. Donc à nouveau, on a parlé de quoi? On a parlé de TCP/UDP. Donc c'est les deux protocoles de transport, à savoir de la couche 4. Ça se situe au-dessus d'IP. Donc TCP et UDP s'exécutent uniquement aux extrémités. D'accord? Les routeurs ne sont pas concernés ni par TCP ni par UDP. Donc, la première chose qu'ils font, et ça, c'est les deux services qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont les numéros de port pour faire du démultiplexage, puisque je peux avoir plusieurs applications simultanées qui envoient et reçoivent des octets. Donc, il faut savoir comment aiguiller les données une fois reçues. Et ça, c'est grâce au numéro de port, plus les checksums. Et le checksum, c'est ce qui permet de contrôler si des bits erronés sont contenus dans les données, les entêtes et les options, plus l'entête IP. Spécifiquement à TCP, on a un certain nombre de fonctions qui est la notion des étapes dont j'ai parlé, les fameux TCB, que j'installe grâce à l'échange des SYN, SYNAC et ACK. Donc 3 messages pour initialiser ces états qui me permettent par la suite de pouvoir assurer les services de TCP, tels que la fiabilité ici. Donc ça, c'est la fiabilité. Fiabilité égale contrôle d'erreur. S'il y a des bits erronés, comment retransmettre un segment erroné. Les pertes, si je perds un segment, comment je fais? Et donc tout ça, c'est géré comment? Les erreurs sont gérées par le checksum, on en a déjà parlé. Et les pertes sont gérées par une numérotation en séquence, d'accord, qui me permet justement de détecter si oui ou non les segments sont reçus en séquence pour les réordonner, si les segments sont dupliqués, s'il faut en supprimer, ou s'il y a un trou qui indique que j'ai perdu un segment et qu'il faut le retransmettre. Donc, ces numéros de séquence utilisent également les accusés. Donc, quand j'envoie des données, je reçois un accusé qui indique si les octets ont été reçus. Le fait de recevoir des accusés, ça permet également de calculer le RTT, puisque je retransmets, en l'absence d'un accusé, à l'expiration d'un timer, dont la valeur reflète, d'accord, la durée aller-retour entre le client, entre la source et le récepteur, et que ces expirations, donc de timer, provoquent la retransmission. D'accord? Ce qui me permet de savoir si les données ou les accusés ont été perdus. En plus de tout cela, on fait également du contrôle de flux. Et pour le contrôle de flux, à nouveau, le récepteur, à chaque fois qu'il m'envoie un message, il en profite pour mettre dans sa fenêtre la valeur qui correspond à la quantité d'octets qu'il peut recevoir sans que cela provoque l'engorgement. D'accord? Son engorgement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de tout cela, et très récemment dans TCP, on a rajouté une nouvelle fonction qui est le contrôle de congestion. Alors là, on n'aura pas le temps d'en parler en licence. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, Master Réseau, on en parlera. C'est un mécanisme qui est très récent, vu la durée de vie de TCP, hein, et qui est très importante pour les réseaux, puisqu'il évite les pertes non pas dues au contrôle de flux au niveau des récepteurs, mais les pertes dans le réseau si les routeurs sont dans une situation où ils n'ont pas assez de ressources pour gérer la réception des paquets. D'accord? Donc voilà pour la conclusion, je pense que c'est terminé. Voilà, donc vous voyez, hein, on est allé un peu vite. Si vous avez des questions, allez-y, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, si vous êtes pressé de rentrer ou dans les transports, pas de problème, vous pouvez me poser vos questions par email. Alors, allez-y.